Dans un monde de plus en plus globalisé, comment définir les règles de mobilité sans qu'elles n'apparaissent comme des mesures répressives visant à encadrer, voire à restreindre les flux migratoires? Contrairement à une idée reçue, le pourcentage de migrants de l'Afrique vers l'Europe est moins important que celui des migrants à l'intérieur du continent. Cependant, en Europe, malgré la conjoncture économique, les lois relatives à l'asile et à l'immigration sont de plus en plus répressives. Fodessila, meilleurs vœux, Meilleurs vœux à vous et à toute l'équipe. à moins que vous ne préfériez que je dise Deweneti. Ce serait bien de dire aussi des Vénétis. L'ancien président de SOS Racisme que vous êtes, est-il resté sensible aux questions touchant les flux migratoires? Plus que jamais d'ailleurs. Si vous voulez, il s'est passé quelque chose d'important. C'était durant cette pandémie. On a vu quand même ce que pouvait représenter dans un pays l'apport de ce qui nous apportait nos pizzas le soir, quand on allait dans les hôpitaux, le personnel qui nous soignait, des brancardiers qui venaient nous chercher. Et je me suis dit, bah voilà, la vérité, c'est que c'est tout ça que constitue aussi l'immigration dans les pays du Nord. Or, je vois que quelques mois après, un débat s'ouvre sur l'immigration, où de nouveau, ça va être la foire d'empoigne, où de nouveau, ça va être des amalgames entretenus, et que j'ai vu en plus ce glissement sémantique se faire en 30 ans, où on est passé du droit des étrangers on a parlé d'immigration illégale, on a parlé de clandestins, et aujourd'hui, on est dans une logique de rejet purement, et des lois de plus en plus dures, et qui ont en plus fabriqué des clandestins. Donc, si vous voulez, je suis d'autant plus sensible que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Qui n'a pas été regarder ce qui se passait derrière un restaurant à Paris pour voir que c'était des migrants illégaux, souvent, qui faisaient la plonge? Qui n'est pas passé devant un chantier à Paris en levant la tête, en voyant que c'est des personnes qui avaient des pays de l'Est ou d'Afrique qui sont en train de faire ces constructions, les voies ferrées? Qui ne voit pas aujourd'hui dans nos quartiers ceux-là même qui rejettent les immigrés dans des discours alors que ce sont ces femmes qui vont chercher leurs enfants à la sortie de l'école? Donc je pense qu'il arrive au moment où il faut avoir l'honnêteté de dire que cette migration-là est utile, est un apport. Et donc moi je continuerai quand même à tenir ce langage. D'autant plus que, vous savez, mon hypothèse, c'est que dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1946, il est dit que nul ne peut être lésé de son travail ou de son emploi, du fait de ses origines, de ses opinions, de ses croyances. Or, on voit bien aujourd'hui que le fait d'empêcher à toute une catégorie de gens de pouvoir obtenir du travail, de pouvoir travailler, obtenir un logement, être traité décemment, eh bien, on n'est plus du tout dans une logique républicaine. Et on voit bien comment est-ce qu'un patron aujourd'hui, par exemple, peut très bien faire de la concurrence déloyale, du dumping social, et y compris ne pas du tout être en règle, en conformité par rapport au travail. Et donc je pense pour vous, Fodessila, migrant égale main-d'œuvre pour des métiers en tension aujourd'hui? Oui, aussi. Ça, il faut reconnaître que pour une fois, dans la loi qui vient, ils osent qualifier le fait qu'il y ait des métiers en tension et que dans ces métiers-là, il faut régulariser les personnes. Mais si vous voulez, tout ça doit être accompagné d'un discours suffisamment clair. C'est-à-dire qu'on va se retrouver de nouveau à parler de ces questions-là comme des postures idéologiques. Et c'est pour cela que moi, je propose, depuis des années, je le dis d'autant plus fortement aujourd'hui, qu'il faudrait sortir le débat de l'immigration des mains du ministère de l'Intérieur. Il devrait revenir à quel ministère? Au ministère du Travail, par exemple. On peut très bien autour de la table le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, mais il faut que ce soit le ministère du Travail. Parce que finalement, on voit bien, bon, quelque part d'abord... Est-ce qu'il y a une dimension économique que les gens ne veulent pas voir? Ne veulent pas voir, et en même temps, ces gens-là sont là et font tourner la machine France. Il y a quelques mois, j'avais représenté le Sénégal à la conférence mondiale sur les migrations sûres, régulières et ordonnées. Il faut dire... Mais c'est ce qu'à un moment, on a appelé l'immigration choisie. Alors, voilà, il faut aujourd'hui, en vérité, quand on dit qu'on va donner un titre de séjour et faire une niche spéciale pour les médecins, notamment africains, là, c'est l'immigration choisie. Bon, mais quand bien même ce serait l'immigration choisie, il faut avoir l'honnêteté d'abord de dire à tout le monde qu'on cesse de considérer ces gens-là comme étant des gens qui viennent uniquement bénéficier de la sécurité sociale, des droits sociaux. C'est avant tout des gens dont on a besoin pour l'économie. La preuve, c'est que pour une fois, on va pouvoir les régulariser. Mais il faut avoir ce discours qui consiste à dire il faut des migrations régulières, on admet le principe, ordonnées, donc il faut l'organiser, et puis pour vous, alors,
Dans ce cas de figure, pour vous, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis sont des modèles à suivre? Absolument, absolument. Je pense que les règles sont beaucoup plus claires lorsqu'elles sont définies, y compris on dirait à quelqu'un aujourd'hui en Afrique que cette année vous ne pouvez pas partir, mais attendez 2 ou 3 ans qu'il y ait effectivement Un besoin. un besoin qui se crée et que vous puissiez venir. On ferait ça avec une certaine intelligence. La circulaire Valls, qui est quand même incroyable, qui date de novembre 2012, il dit qu'un employeur peut faire la démarche de régulariser quelqu'un. Or, dans la loi, on n'a pas le droit d'embaucher un clandestin. Donc, en même temps, quand on apporte la preuve qu'on a embauché un clandestin, un paradoxe total, et qu'on a apporté cette démonstration, on peut vous régulariser. Donc, c'est une ambiance kafkaïenne, c'est ubuesque. On pousse des gens qui étaient, en plus, c'est régulariser la situation de clandestinité. Et dans la nouvelle loi, il ne faut faire aucune mesure qui consiste à donner des cartes de séjour d'1 an. Il faut vraiment mettre les gens dans des situations de régularisation. Et par ailleurs, constante. Sur la durée. Sur la durée. Et par ailleurs, lorsque un patron emploie des migrants, etc., c'est à lui d'assurer, par exemple, l'alphabétisation. Voilà. Et je pense que donc, on peut aujourd'hui repartir sur des mesures saines. Et enfin, la dernière chose, c'est ne plus faire d'amalgame. Dans ce pays, on ne sait plus de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'immigrés? Est-ce qu'on parle d'immigrés économiques? Est-ce qu'on parle d'immigrés qui sont victimes du réchauffement climatique? Est-ce qu'on parle des sans-papiers? Est-ce qu'on parle des réfugiés politiques? Est-ce qu'on parle de la nationalité? Il est bon de parler que d'immigration. Il est bon d'en parler dans des termes positifs. Il est bon, bien évidemment... L'immigration économique, surtout. L'immigration économique, parce que c'est la réalité, on en a besoin. Donc, inutile de le cacher aux gens ou de faire semblant. Et le sortir des mains du ministère de l'Intérieur, c'est la meilleure façon de faire que ce ne soit pas qu'un débat coercitif de reconduite à la frontière, mais le ministère du Travail, parce que c'est le marché qui va définir les besoins. Et en même temps, il faut quand même avoir une politique de co-développement, parce qu'on ne peut pas s'amuser qu'à prendre des cerveaux en Afrique sans pour autant être dans une politique de co-développement et d'envisager pour ceux qui le peuvent ou le souhaitent pouvoir retourner dans leur pays. Alors, à propos de ce co-développement, dans ce contexte de frilosité et de quotas pour les étudiants étrangers notamment, vous militez en faveur d'un Erasmus entre l'Europe et l'Afrique, mais dans le cadre professionnel. Comment ça? Je pense qu'une des plus belles réalisations de l'Europe, c'est Erasmus. J'étais député européen, j'ai assisté à la mise en place de cette procédure, un échange entre les universités, absolument. Lancé en 1987. Absolument. Et après, on a suivi le processus et on a vu que ça donnait des belles réalisations européennes. Sauf que ça a concerné essentiellement l'enseignement supérieur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait partir du principe que des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont en formation, puissent bénéficier de ce nouveau programme Erasmus+, et qu'on l'élargisse, par exemple, aux pays du Sud. On peut imaginer aujourd'hui que dans les métiers, par exemple, de la boulangerie, que des jeunes qui sont dans une école de boulangerie à Rouen puissent aller à l'école de boulangerie de Dakar, et que des jeunes de l'école de boulangerie de Dakar viennent au CFA de Rouen, et qu'ils aient l'équivalence des diplômes, qu'ils fassent des échanges, et c'est cela pour lequel je milite aujourd'hui, qui ont le droit à la mobilité de tous les jeunes, et dans les métiers, et dans la formation professionnelle et l'apprentissage. Autrement dit, Erasmus jusqu'à présent concernait l'enseignement supérieur. Moi, je m'adresse plutôt au bac-3, plus 3, et tout ce qui sont dans la formation professionnelle, des échanges de compétences, de diplômes. Et je pense que ça ferait énormément de bien à ce que des jeunes Français, moi j'ai grandi en province à Sablé, qui sont dans les lycées agricoles, puissent aller voir des jeunes en Afrique, ceux qui ont finalement le moins de chances de se déplacer. Ça va leur faire une ouverture au monde, et ce sera plus un débat sur l'immigration, mais ce sera la mobilité des jeunes pour qu'un jeune Français du Nord puisse aller à Marseille, puisse ensuite aller à Dakar, puisse aller à Casa. Et donc ça, c'est la grande dynamique que nous lançons. Et le ministre Pape Ndiaye est très sensible. Et nous allons essayer d'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a là moyen, pour une fois, de dire en cette période-là, on va permettre à des jeunes du monde entier de participer au programme Erasmus sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Alors, l'actualité, c'est aussi ce film, Tirailleurs. Les tirailleurs, on dit toujours tirailleurs sénégalais, mais ils n'étaient pas que sénégalais, qui est à l'affiche depuis le 4 janvier avec Omar Sy, qui joue le rôle d'un père qui va chercher son fils enrôlé pour le sortir des affres de la guerre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui, pour une fois, rend hommage à ces hommes qui se sont battus pour la France? Moi, je tiens à féliciter le réalisateur, la performance d'Omar Sy et l'ensemble des associations qui ont travaillé là-dessus depuis des années. J'étais personnellement très ému parce que le 11 novembre dernier, on s'est retrouvés pour la première fois à l'Arc de Triomphe à célébrer à la tombe du soldat inconnu et les tirailleurs étaient là. Il reste très peu de tirailleurs.
Il en reste une dizaine. Il reste une dizaine, on dit entre 10 et 40, y compris ceux qui vont bénéficier de ce qui a été obtenu dans ce contexte, parce qu'il y a eu aussi un très beau livre qui avait été fait avant sur la force noire, il y a eu, il y a eu toute une série comme ça d'associations qui ont lutté, et ce qui a été obtenu notamment, c'est que ces tirailleurs maintenant vont pouvoir retourner au pays, ne seront plus obligés de venir ici tous les 6 mois, vu leur grand âge. Voilà, et donc ça, c'est déjà une très belle chose qu'on ait obtenu cela. Et moi, j'étais ému de les voir, voilà, pour la première fois, 90 ans après, à l'Arc de Triomphe. Je pense que c'est la moindre des choses que nous devons à cette population. Dans un tout autre débat... C'est ce qu'il faut aussi pour cette mémoire partagée entre l'Afrique et la France. Oui, et ce qui m'étonne d'ailleurs, voyez-vous, Denise Epoté, c'est que pour une fois qu'on a une production comme ça, qui parle de notre histoire collective, qui parle de ces sacrifices qui ont été faits, et qui parle d'hommes et de femmes, voilà, parce que ça a engagé tout un continent derrière la France dans des périodes douloureuses. C'est la lutte quand même contre le nazisme aussi dans la deuxième partie. Et sortir un film pour commémorer cela, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir polémique. Moi, je souhaite d'ailleurs aller un peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, pour les tirailleurs, et d'ailleurs pour les travailleurs migrants qui ont cotisé toute leur vie en France, il faudrait qu'il y ait la portabilité des droits sociaux, qui puissent, tout en restant au Sénégal, par exemple, se faire soigner, ça existe déjà pour l'Algérie et pour le Mali, et bénéficier de la sécurité sociale. Voilà, il faudrait l'étendre aux anciens pays de l'AOF et de l'AEF. Absolument, et ce qui viendrait d'ailleurs moins cher pour la sécurité sociale, de les faire soigner dans un hôpital à Dakar, que de les faire soigner là, ça évite à des hommes, à des femmes, des travailleurs qui sont venus ici nous aider dans les années de reconstruction, à pouvoir simplement bénéficier des droits sociaux et naturellement. Et écoutez, moi, j'ai envie de dire en conclusion de tous ces débats qu'il y a des choses sur lesquelles je suis optimiste. J'ai lu récemment un très bel article qui est fait par Copé, qui est un grand patron français, et qui disait lui-même qu'il est grand temps, voilà, que le sens de l'histoire voudrait qu'on reconnaisse le mérite de ces hommes-là, que ce soit ceux qui étaient là pendant la pandémie pour nous défendre, que ce soit ceux qui au quotidien sont là pour s'occuper du fait qu'on vive mieux. Et quand il s'agit bien évidemment de ce qu'un apport historique aussi important également, et j'ai envie de dire que les phrases de Copé résonnent. Et quelque part, aujourd'hui, il faut cesser dans ces débats-là d'être passionné et de mener ça sur le terrain de la lutte et de la confrontation, car la seule passion que nous devrons avoir, c'est la passion de l'égalité, donc de la République. Et de l'humanité. Et de l'humanité, absolument. Merci Fodé Sila. Merci à vous.